Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e numéro de La Perme, votre journal politique du confinement. Donc, je vous rappelle un peu notre but. On n'a pas pour objectif simplement d'informer sur la crise sanitaire, mais plutôt de l'aborder de manière politique, d'aborder la manière politique la période exceptionnelle qu'on est en train de vivre, car on n'a pas seulement affaire à une crise sanitaire, mais à une crise générale, une crise politique qui soulève 1000 problématiques que nous aborderons durant ces émissions. Nous voyons sur Parole d'honneur que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous regarder. Nous en sommes très heureux, d'autant plus que, je le rappelle, nous sommes que des bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Et si vous voulez continuer à nous soutenir pour qu'on fournisse d'autres émissions de qualité comme celle d'aujourd'hui, n'hésitez pas déjà à prendre 2 secondes pour partager cette vidéo, mais aussi à liker ou à vous abonner à la page pour ne rater aucune actualité, aucune émission. Et enfin, si vous souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, nous avons fait cette formule non pas seulement pour aborder de manière politique le contexte actuel, mais aussi pour vous donner la possibilité, aux auditeurs de réagir, d'échanger, de débattre. Et donc, nous offrons la possibilité à nos auditeurs de poser des questions et des remarques aux invités, et je leur ferai remonter en deuxième partie d'émission. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions. Pour cela, c'est très simple, vous le faites dans la section commentaires de ce live. Pour ce 10e numéro, on va parler du cas de l'Afrique et de la manière dont les différents pays et la population fait face à la propagation du virus. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir tout d'abord Achille Mbembe, philosophe, politologue, historien, spécialiste des questions postcoloniales, mais aussi de l'histoire et de la politique africaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Sortir de la Grande Nuit, essai sur l'Afrique décolonisée, qui a été publié à La Découverte en 2010, et aussi, tout dernièrement, Brutalisme, publié aussi à La Découverte en janvier 2020. Bonjour à vous, Achille Mbembe. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, je rappelle pour les auditeurs, je le précise, vous êtes en direct de Johannesburg, en Afrique du Sud, c'est ça? Oui, je suis à Johannesburg. Johannesburg, pardon. Alors, pour nous accompagner, j'ai aussi le plaisir de recevoir Marlette Kissama. Bonjour Marlette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pharmacochimiste, vous êtes directrice de l'École africaine de management et vous êtes aussi secrétaire générale de la Ligue panafricaine Umoja, section Congo. Et vous êtes aussi là en direct de Brazzaville au Congo, c'est ça? C'est bien cela. Alors, avant de commencer le débat, de rentrer dans les questions sérieuses, on est poli à Parole d'honneur et on voulait savoir déjà comment ça se passe pour vous, cette période exceptionnelle au niveau personnel. Est-ce que déjà vous êtes confiné chez vous? Est-ce que vous devez continuer à travailler? Comment ça se passe? Et on va être poli, honneur aux dames pour vous, Marlette. Merci. Alors, moi, je suis confinée. Au Congo, le gouvernement a décidé de décréter le confinement et le couvre-feu la nuit. Donc, moi, j'ai choisi avec ma famille de rester à la maison. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de gérer mon planning à ma guise. Donc, je travaille depuis chez moi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes. Le confinement au Congo, je pense qu'on va en parler peut-être dans la suite de l'émission, n'est pas tellement respecté. Donc, moi, c'est vraiment un choix personnel que j'ai fait de rester à la maison. Tout se passe plutôt bien. C'est vrai que rester entre 4 murs, c'est assez inhabituel. Surtout, nous, en Afrique, on a l'habitude de vivre sous le grand air. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait pour mettre tout le monde en sécurité. Voilà. D'accord. Et pour vous, Achille? Je suis confiné à Johannesburg, à la maison, depuis à peu près 2 semaines. Ouais. Le gouvernement sud-africain a décidé que nous devrions rester chez nous pendant 3 semaines. Et donc, nous en avons encore une semaine. Et donc, ça se passe le mieux possible. Le président va d'ailleurs s'adresser à la nation à 8 heures ce soir. Je dois dire que j'ai été très impressionné par la manière dont le gouvernement sud-africain a pris en charge cette affaire de façon décisive, déterminée, de façon consultative.
Comme Mariette le disait tout à l'heure, ce n'est pas très facile pour ceux qui vivent dans les townships, c'est des quartiers populaires où effectivement bouger est absolument important si on veut survivre, si on veut mettre quelque chose à manger sur la table le soir. Et donc, on a mis en place un Fonds national de solidarité pour les catégories les plus démunies qui ont de la peine à survivre sans travailler. Alors, on va aborder toutes ces questions là durant l'émission. Vous avez déjà commencé à en parler. Est-ce que, pour commencer d'ordre un peu général, vous pouvez nous faire chacun un rapide point de vue sur la situation dans le pays où vous résidez actuellement et sur l'Afrique, pour l'Afrique du Sud, vous avez commencé Achille, pour le Congo, pour Marlette Kissama, et si vous en avez la possibilité, un rapide point sur l'Afrique en général, que ce soit en termes de progression du virus, mais aussi en termes de politique sanitaire prise par les États. Bon, on va commencer par vous, Kissama. Oui, merci. Alors, pour le cas du Congo-Brazzaville, on est aujourd'hui à 60 cas. En tout cas, ce sont les chiffres donnés par le gouvernement. 60 personnes infectées. Il y a 5 décès et 5 guérisons. Je tiens tout de même à dire que ces chiffres-là sont assez contestés par la population parce que les gens estiment qu'il y a beaucoup d'opacité. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il n'y a pas forcément... voilà, ce que les gens observent sur le terrain et ce qui se dit n'est pas forcément en correspondance. Donc, tout ça est assez flou et tout ça est assez opaque. On ne sait pas vraiment ce qui se passe réellement. Le gouvernement communique, c'est vrai, chaque soir, il y a un point qui est fait, mais ce qui est dit n'est pas cru. Les gens n'y croient pas tellement. Et donc, il y a beaucoup d'opacité. Alors, en ce qui concerne le confinement en tant que tel, donc il y a maintenant, je crois, on est depuis le début du mois que le confinement a été mis en place au Congo toute la journée. Et la nuit de 20h à 5h du matin, c'est le couvre-feu. Alors, les populations, pour la plupart, dans les grandes villes, sont obligées d'aller travailler pour trouver de quoi manger. C'est une question de survie. Donc, le confinement n'est pas du tout respecté. Les gens sortent quand même. Ce qui est quand même observé ici, ce sont les véhicules personnels qui ne circulent pas parce que pour circuler en voiture, il faut aller chercher un laissez-passer dans un commissariat, puis à la mairie. La procédure est tellement longue et compliquée que les gens donc, ont renoncé. Donc, les gens circulent à pied, font des longs trajets à pied. C'est quand même assez impressionnant de voir comme ça des cohortes de personnes traverser la ville de part en part. Les gens vont travailler quand même. Les transports en commun privés non plus ne fonctionnent pas. Il y a ceux du service public qui sont mis en circulation. Mais là encore, il y a cohue, donc c'est surchargé. C'est assez impressionnant. Donc la situation ici au Congo est assez floue. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au Congo qui sache exactement ce qui se passe. Le nombre de cas exacts, on nous parle de personnes décédées du Covid-19 qui n'avaient pas été signalées auprès des autorités sanitaires, donc qui ont été pris en charge par des hôpitaux privés non habilités. Donc la situation est assez floue. Alors les gens ont pris le parti pour la plupart de ce que je peux observer, de ne pas paniquer. Les gens se disent que de toutes les façons, on en a connu des situations beaucoup plus difficiles. Il faut aussi savoir que le Congo, c'est un pays qui a connu quand même des années de guerre civile. Donc les gens se disent, bon, de toutes les façons, s'il faut mourir, ben, on va mourir. Tant qu'on est en vie, on survit, on va travailler, on mange. Voilà, c'est assez particulier comme état d'esprit ici à Brazzaville. Alors, pour élargir un peu sur le reste de l'Afrique, de ce que j'ai pu avoir comme retour, parce qu'il faut savoir que la Ligue panafricaine mondiale à laquelle j'appartiens a des sections territoriales dans d'autres pays autres que le Congo. Donc, on a quand même des retours sur d'autres territoires. La situation est à peu près identique, même s'il y a des disparités ici et là. En gros, notamment en Afrique francophone, c'est quasiment le même état d'esprit. Tout le monde est confiné, en tout cas officiellement. Confinement très peu respecté parce que les gens doivent manger, question de survie. Pas de mesures d'accompagnement du tout. C'est aussi le cas ici au Congo. Il y a aussi des situations d'ordre liées, par exemple, aux infrastructures. Quand on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. J'ai entendu dernièrement un voisin me dire, madame, me laver les mains sans eau, je fais comment quand l'eau ne coule pas au robinet. Donc, il y a tout ça qui fait que la prise en charge de la crise sanitaire est assez compliquée. On est assez démunis. Et en fait, on a l'impression que cette crise, cette pandémie a mis à nu, en fait, finalement, tous les manquements de nos États. On ne sait plus par quel bout prendre la chose. Et je pense que nos gouvernements sont assez démunis. Même ceux qui sont de bonne volonté ne savent plus trop comment prendre les choses. Par exemple, à Kinshasa, ils ont décrété un confinement il y a 2 semaines.
Finalement, le confinement n'a pas été respecté. Le gouvernement a dû mettre fin au confinement. Et là, ils partent pour remettre à nouveau le confinement samedi prochain. Donc, tout ça manque assez de cohérence. C'est comme si on essaie de faire un peu l'à peu près, on essaie de rattraper les choses, mais bon, c'est sans trop de conviction. Voilà, c'est quand même assez inquiétant. Oui. Achille Mbembe, vous voulez ajouter un point? Mais ici, c'est quand même une situation assez différente de celle que Mariette décrit pour le Congo, que l'on observe également dans des pays comme le Cameroun et certains autres. Ici, le gouvernement s'est appuyé en très grande partie sur un comité de scientifiques qui conseille les autorités de façon très rapprochée. Le confinement est très largement respecté. Moi, dans mon quartier, ça fait 2 semaines, je jette un coup d'œil dehors et il n'y a personne. Il n'y a pratiquement personne dans la rue. On peut de nouveau entendre le chant des oiseaux, on peut voir des étoiles le soir, en tout cas la nuit venue, parce qu'il y a moins de pollution que d'habitude. Mais je comprends très bien que c'est une situation qui est typique quand même de la configuration étatique et sociale ici en Afrique du Sud et en particulier à Johannesburg. Nous avons pour le moment environ 1800-1900 cas de contamination. On a environ une dizaine de personnes qui ont d'ores et déjà perdu la vie, une centaine de guérisons. Les autorités ont libéré entre 80 000 et 100 000 lits d'hôpitaux qui sont prêts à accueillir les malades au cas où ils afflueraient dans les hôpitaux. On s'attendait à cette phase de l'épidémie à peu près 10 000 contaminations. On en est à 2 000. Cela ne veut rien dire dans la mesure où le pic auquel on s'attend devrait arriver dans les 2 semaines qui mais pour le moment, les choses sont sous contrôle. Ce n'est pas du tout la panique. Et je dois dire une fois de plus que le gouvernement sud-africain s'est très bien organisé pour faire du mieux qu'il peut et répondre aux attentes des populations. Le drame, parce qu'il y en a toujours, c'est que la semaine dernière, quand même, les principales agences de notation ont déclassé l'Afrique du Sud et elle est obligée dès maintenant à frapper à la porte du FMI pour un programme d'ajustement structurel que nous redoutons tous. On va revenir aussi sur les conséquences économiques pour l'Afrique. Là, je voulais revenir sur le cas du confinement. Vous en avez déjà parlé tous les deux. On dit souvent que la politique de confinement, elle est très difficile à mettre en place dans cette région, mais ce n'est pas non plus la seule région. Il y a aussi, on peut trouver des cas semblables en Amérique latine ou dans certains pays d'Asie comme l'Inde. Certains, avec tout le racisme qui les caractérise, disent que ce n'est pas possible parce que les populations de ces pays ne sont pas disciplinées. Mais d'autres, et je pense que vous faites partie de ces gens-là, soulignent surtout que ce sont les difficultés matérielles qui font que, surtout pour les classes populaires, qui font que respecter ce confinement, c'est juste impossible. Sinon, ils vont grosso modo mourir de faim. Donc, est-ce que vous pensez tout d'abord qu'une politique de confinement est vraiment réalisable dans cette région? Et sinon, pourquoi elle est impossible et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Qui veut commencer? Oui, je veux bien, si Achille n'y voit pas d'inconvénient. En fait, alors, oui, merci. Moi, je pense qu'il est possible de mettre en place une politique de confinement dans nos pays, mais c'est difficile. Il faut avoir conscience de la difficulté. La première difficulté, de mon point de vue, c'est le manque de confiance envers le politique. C'est-à-dire que les gens ne se fient pas du tout à ce que peut dire le gouvernement. Le gouvernement a tellement failli, nos gouvernements ont tellement failli que ce que dit le ministre de la Santé, par exemple, n'est pas cru. Et là, je pense que c'est la responsabilité du politique de se demander pourquoi est-ce que la parole politique ici est assez démonétisée. Il y a ça.
Et en deuxième lieu, il y a des difficultés d'ordre structurel. Quand il n'y a pas d'électricité dans certains quartiers, quand il n'y a pas d'eau dans certains quartiers, quand il n'y a pas de route, c'est difficile que les gens aient accès à l'information. C'est difficile que les gens puissent faire des stocks de nourriture pour rester chez eux. Quand les gens n'ont pas d'emploi, même s'ils croient au bien fondé du confinement, je pense qu'entre mourir du Covid-19 et mourir de faim, le choix est vite fait. Donc, quand on met en place ce genre de politique-là, il faut avoir conscience des limites à la fois structurelles qui seront là et aussi des limites conjoncturelles aussi, et mettre en place des mesures d'accompagnement pour essayer de pallier à cela. Mais faire comme on fait ici, voilà, on décide, oui, dans 2 jours c'est le confinement, on l'annonce comme ça, et les gens se mettent à faire des courses de façon frénétique, et ça augmente même les prix des denrées alimentaires. Les gens se ruent dans les villages, c'est ce qu'on a pu constater à Brazzaville, hein. Les gens ont fui la ville pour aller dans les villages s'y réfugier, parce qu'ils estiment qu'au moins au village, bon, j'aurai au moins de quoi manger. Ça, de mon point de vue, c'est quand même être assez irresponsable. Il aurait fallu mettre en place des garde-fous pour que le confinement puisse avoir quelque chance de réussir. Achille Mbembe, vous êtes je suis encore d'accord avec ce que dit Mariette. Pas pour ça, on ne vous voit plus du tout. L'Afrique centrale est quand même un cas assez dramatique du point de vue politique et économique. Lorsque vous mettez ensemble le nombre d'années passées au pouvoir par les chefs d'État du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la Guinée équatoriale et du Gabon, cela vous fait facilement plus de 250 ans. Et donc, c'est aussi des régimes qui ont, disons, gouverné grâce à ce que j'appellerais l'instrumentalisation du chaos. Ils savent utiliser le désordre et la négligence comme arme pour rester au pouvoir. Ce sont également des régimes dont les économies sont en crise tout à fait permanente, en dépit du fait que les richesses potentielles de ces pays sont énormes. Je ne parle pas seulement du pétrole, mais aussi des autres ressources naturelles, des terres arables, et ainsi de suite, de l'eau également. Mais rien n'a été fait pour développer ces potentialités. Alors, lorsque une épidémie vient se greffer à cette espèce de mauvaise gouvernance chronique, on a ce que Mariette est en train de décrire. Par contre, lorsqu'on regarde le Sénégal, par exemple, là, il y a des choses tout à fait différentes qui se font et dont j'ai l'impression que selon que l'on a affaire à une satrapie du genre qui existe en Afrique centrale ou à un gouvernement relativement démocratique et comptable devant son peuple, on a une gestion tout à fait différente de ce genre de calamité. Vous avez commencé à l'aborder aussi. Et au final, comment c'est les populations au Congo, en Afrique du Sud, mais peut-être que vous savez pour ailleurs, vivent cette situation-là? Est-ce qu'elles sont inquiètes ou est-ce que pour elles, c'est pas un gros problème? Comment elles le ressentent? Je pense qu'au Congo, les gens ont choisi de ne pas être inquiets parce qu'il en va de leur survie émotionnelle. Parce qu'être inquiet face à une situation qu'on ne peut pas gérer, pour laquelle en face le gouvernement ne fait rien pour apaiser, ni pour apporter des solutions, ni même pour apporter l'information, ça pousse à être dans un état d'esprit où on peut très vite paniquer. Tout à l'heure, je l'ai indiqué, quand le confinement a été annoncé, les gens ont massivement quitté les grandes villes. Beaucoup sont allés dans les campagnes parce qu'ils estiment que là-bas, bon, déjà, ils sont loin du virus, c'est ce que certaines personnes pensent. Et aussi, là-bas, c'est plus facile de se nourrir. Alors, pour ceux qui sont restés dans les grandes villes, les gens ont choisi de continuer à vivre normalement. Évidemment, il y a quelques inquiétudes, beaucoup d'interrogations aussi. Bon, les gens n'ont pas forcément des réponses claires aux questions qui se posent. Certains ont fait le choix de croire que nous serions immunisés contre ce virus-là. On nourrit un certain optimisme.
il faut dire qu'ici aussi, les gens sont dans la résilience. En fait, ils n'ont pas tellement le choix aussi. Donc, il n'y a pas tellement de scènes de panique en tant que telles. Hein. C'est très peu observé. Les gens essaient de vivre normalement, tout en se demandant un peu de quoi demain sera fait. Achille Mbembe. Alors, en Afrique du Sud, les gens font confiance au gouvernement. Tous les soirs, il y a une espèce de compte rendu du comité interministériel qui s'occupe de gérer cette calamité. Et ce comité n'est pas seulement composé du ministre de la Santé, c'est un ensemble de ministres qui sont en charge de piloter, disons, cette structure. Il n'y a pas de panique non plus, parce que tout a été planifié, je dirais, très rigoureusement. Il y a eu également une mobilisation sociale forte des institutions de la société civile, des milieux d'affaires, des églises, dans la tradition de mobilisation peut-être propre à ce pays et qui date de l'époque de la lutte contre l'apartheid, que l'on a vu par exemple au moment où il fallait arracher au gouvernement de M. Mbeki, disons, la généralisation de l'accès aux antirétroviraux lors de l'épidémie du sida. Et donc, les gens puissent dans cette expérience collective pour faire face à ce qui paraît quand même comme un énorme danger pour l'existence même des populations africaines, sud-africaines, dans ce cas précis. Et donc, je crois qu'il faut tenir en compte cette variété d'approches. Si on veut dire un mot pertinent sur l'expérience africaine de ce virus. Alors, je vais encore vous poser 2-3 questions avant de passer aux questions des auditeurs. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent continuer à poser leurs questions dans la section commentaires. En termes de crise sanitaire, le continent africain, il n'est pas épargné. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils connaissent des cas de crise sanitaire. On a parlé ces dernières années du cas d'Ebola, mais on pourrait parler aussi du paludisme qui cause encore qui a causé en 2018 400 000 morts, ou bien le sida qui fait encore des centaines de milliers de morts par an. Il y a 25 millions d'Africains qui sont contaminés, et pourtant cela ne provoque pas vraiment de vagues dans le monde. Est-ce que l'épisode actuel, où c'est devenu une crise mondiale, ne provoque pas chez les Africains, chez les populations africaines, un sentiment d'injustice, la sensation que leur vie coûte moins et que là ça devient grave parce que les Occidentaux sont aussi touchés? Bon, alors, un sentiment d'injustice peut-être, mais je pense qu'on est mieux servi que par soi-même. Je pense qu'on ne peut pas faire le reproche aux Occidentaux de s'intéresser prioritairement à ce qui les touche eux. Il est de la responsabilité de nos politiques de prendre en charge nos maux, les maux que connaissent nos populations. Quand on est dans des situations de non-État, c'est-à-dire l'État est défaillant, tout ceci est organisé comme ça, il n'y a pas d'État, il n'y a rien, parce qu'on veut rester au pouvoir longtemps, il ne faut pas s'étonner qu'après, il n'y ait pas de structure sanitaire digne de ce nom et que les épidémies que vous avez énumérées, paludisme, sida et autres maladies infectieuses, Ebola dans le cas du Congo aussi, perdurent, ne soient pas prises en charge en fait. Je pense que le sentiment qui prévaut ici, c'est surtout un sentiment de regret et de gâchis, de se dire qu'on aurait pu, on a tous les moyens en fait, on peut même encore aujourd'hui faire face, nous, avec des solutions endogènes à la crise qu'on connaît. Mais les choses sont telles que c'est difficile de rattraper en quelques jours un désordre qui existe depuis maintenant près de 60 ans, en fait. Donc, je pense que de manière raisonnable, on ne peut pas en vouloir au reste du monde d'essayer de régler d'abord en priorité ce qui les concerne eux. Mais il y a bien d'autres pathologies. Par exemple, la mucoviscidose, qui est très bien connue, qui est traitée, voilà, on voit bien que la recherche évolue. Contrairement par exemple à la drépanocytose, qui est un peu le parent pauvre. Pourquoi? Parce que ça touche d'abord les Africains. Et les Africains, voilà, la situation est telle qu'elle est. Il n'y a pas de politique de recherche. Elle n'est pas financée. On attend tout du Nord. On n'alloue pas les moyens à ce secteur clé qui est celui de la recherche scientifique. On ne peut pas s'étonner qu'au bout du compte, il n'y ait pas de résultat.
à ce niveau-là. Achille Mbembe. Mariette a absolument raison. On vit dans on connaît des régions du continent où, à la moindre grippe, les dirigeants au pouvoir prennent l'avion et vont se faire traiter en France ou en Suisse ou en Arabie Saoudite. Ceux qui ont quelques moyens vont dans les cliniques locales et tout le reste est à l'abandon, aux mains de guérisseurs traditionnels ou alors sous la coupe de chefs religieux qui prétendent produire des miracles à tout bout de champ. Et donc, le champ sanitaire, les infrastructures sont dévastées et ce ne sont pas les meilleures conditions pour faire face à une épidémie de cette nature. Je suis d'accord avec elle également dans la mesure où on a tant de potentialités qui ont été complètement gaspillées. Figurez-vous que dans un pays comme le Cameroun, depuis que cette affaire a commencé, le chef de l'État, 87 ans, a complètement disparu. Personne ne sait où il est. Il ne s'est manifesté que par tweet. Tout est laissé aux mains d'un ministre de la Santé qui se contente, à la fin de la journée, de tweeter des chiffres auxquels personne ne semble accorder foi. Et donc, ce que le virus démontre, c'est quand même la difficulté que nous aurons eue au cours des 60 années de pseudo-indépendance de nous prendre en charge nous-mêmes, de mettre l'Afrique debout pour qu'elle puisse marcher sur ses propres jambes. L'échec à arriver à exercer cette autodétermination est renvoyé comme un boomerang au moment de crise de ce genre. Alors, vous en avez aussi commencé à en parler, Achille, c'est les répercussions économiques. Là, on voit que la crise sanitaire a aussi de grandes répercussions sur l'économie. Le monde entre en récession. Quelles vont être les répercussions pour le continent africain? Et je vais en profiter pour ajouter une question d'un auditeur qui va un peu dans ce sens-là. C'est Robin Delobel qui demande que pensez-vous tous les deux des campagnes pour l'annulation des dettes illégitimes et odieuses? Est-ce qu'il ne faudrait pas les relancer? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les associer avec les campagnes pour les réparations? Donc, quelles vont être les répercussions économiques? Est-ce que ce n'est pas le moment de parler de l'annulation des dettes? Et quid des réparations? Alors, les répercussions économiques, on le voit déjà tout à l'heure au niveau micro. Tout à l'heure, j'ai indiqué qu'au Congo, il y a flambé des prix des denrées alimentaires. Il faut dire que dans nos pays où il n'y a pas de souveraineté agricole du tout, quasiment tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Donc, quand on décide de fermer partiellement les frontières et qu'il y a cette espèce de frénésie, les gens sont inquiets, ils veulent faire des provisions, forcément. Les entreprises privées, beaucoup ne travaillent plus ou travaillent peu, donc il y a vraiment une baisse du rythme de l'économie du pays. Il y a donc de facto aussi, les recettes de l'État sont impactées, il y a ça, et évidemment, ça ne contribue pas à améliorer une situation économique déjà désastreuse dans le cas du Congo qui vit déjà une crise importante du fait de la baisse du prix du baril du pétrole. Il faut savoir que le Congo, comme bon nombre de pays africains, dépendent à 100% des matières premières qui sont exportées à l'état quasi brut. Donc, quand à ce niveau-là, les prix baissent sur les marchés internationaux, ben, nos économies sont impactées. Ce sont les économies de rente. On vit quasiment, nos États vivent au jour le jour. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de prospective. Voilà, donc on a beaucoup d'inquiétudes dans les mois qui viennent. On ne sait pas comment les choses vont se passer d'ici la fin de l'année, d'un point de vue économique. Pour l'instant, les salaires du mois passé, ceux des fonctionnaires, ont été payés. Est-ce que l'État pourra payer ceux du mois prochain? On se le demande. Les pensions des retraités ne sont pas du tout payées. Les bourses des étudiants non plus. L'État vit vraiment au ralenti.
La situation est de ce point de vue-là assez inquiétante et je pense que les choses risquent de ne pas s'arranger du tout. À côté de ça, nous sommes engagés avec le FMI aussi, qui vient avec ses exigences, coupes budgétaires dans les secteurs clés, notamment la santé. Là, on le voit, là, le plus grand hôpital du pays manque de tout. Avant-hier, j'ai échangé avec un ami médecin qui me dit que Marlette, au CHU, parfois, il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Donc, on en est à ça, en fait. C'est une catastrophe. Alors, les dettes odieuses, évidemment, la Ligue panafricaine mondiale milite depuis maintenant des années, depuis 10 ans, pour qu'il y ait des audits de ces dettes-là, qu'on regarde effectivement qu'est-ce qui a été contracté, auprès de qui, dans quelles conditions, pour faire quoi. Parce que, bon, on voit bien que parfois, certains régimes qui sont des régimes illégaux, qui sont souvent, arrivent au pouvoir dans des conditions pas forcément démocratiques, contractent des dettes, sont passés par les parlements. Cet argent-là est parfois engagé dans des dépenses qui ne sont pas forcément prioritaires. Et c'est ensuite aux populations de payer le prix fort. C'est une grande injustice. Est-ce que c'est le moment de dénoncer ces dettes-là? Je pense qu'il faut les dénoncer tout le temps. Mais est-ce que les régimes en place sont capables d'assumer une telle position politique? Nous, on pense que non. Parce que quand on a un régime france-africain, bon, aller dénoncer une dette contractée par soi-même dans des conditions opaques, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut qu'il y ait une vraie alternative, en fait, qu'il y ait un changement profond au niveau politique, à la tête de nos États, pour que cette question soit prise à bras le corps. Et aussi, il faut qu'il y ait une démarche panafricaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les États y aillent un par un. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Il faut que ce soit de manière concertée, qu'on crée un cadre politique panafricain qui permette à ce qu'on puisse porter cette question-là et qu'on soit entendu. Alors, la question des réparations, je ne pense pas qu'on puisse, comme ça, l'associer en même temps que celle de la dette. Évidemment, nous sommes pour les réparations, mais je pense que la démarche est un peu différente quand même. De celle des dettes odieuses. Et est-ce que le moment est approprié maintenant pour parler de réparation? Moi, je crains que face à l'épidémie, à la pandémie, que cette question-là soit noyée, en fait, celle des réparations. Je pense qu'il faut peut-être attendre ou créer un cadre propice pour que cela soit entendu, soit su aussi de ceux parfois qui ne comprennent pas forcément le bien fondé aussi d'une telle démarche. Achille. Je crois que Mariette a raison. La plupart de ces États sont au bord de la crise fiscale. Je pense en particulier aux États pétroliers. Je veux dire que l'exploitation du pétrole en particulier, elle est presque au point mort. Et les prix vont rester très bas pendant très longtemps. Ils l'étaient d'ores et déjà. Et le virus n'a fait qu'aggraver cette situation. Et donc, les conséquences de la crise fiscale de l'État, il faudrait commencer à y penser. Une des solutions, c'est d'aller une fois de plus devant le FMI et la Banque mondiale. Mariette a rappelé les types de conditionnalités que ces institutions mettent en place pour ceux qui veulent bénéficier de leur crédit. Et on sait qu'est-ce que ça a provoqué en Afrique au sortir du XXe siècle, au début du XXIe, avec une crise profonde des économies et qui s'est aggravée par une crise sociale qui a poussé un certain nombre de régimes au pouvoir vers la destitution. Pour ce qui est de la dette, je crois que là également, elle a tout dit. Il faut faire un audit de ces dettes. Il faut voir qui les a contractées, à quoi est-ce que l'argent a servi, qui doit quoi à qui. Et pourquoi est-ce que nos peuples doivent être obligés de payer, de rembourser des dettes, au fond, non seulement illégitimes, mais probablement aussi illégales. Comme elle l'a dit également, c'est une question qui doit être assumée de façon continentale et donc il faut mobiliser des forces pour cela.
Ashley Mbembe, là, on parle d'une crise fiscale. Marlette a parlé du fait que il y a des États qui risquent de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires. Est-ce qu'il existe dans certains endroits des risques d'effondrement étatique? Il y a Didier Kendré Bogo, un militant de l'Organisation démocratique de la jeunesse au Burkina Faso, qui a, dans un article intitulé Hors de contrôle, crise Covid-19 et le capitalisme en Afrique, publié chez Contretemps, qui faisait part du risque d'effondrement dans le cas du Burkina Faso, surtout avec un gouvernement corrompu. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes pour certains d'autres États? Ah oui, il y a des risques d'effondrement à peu près dans plusieurs États. Ouais. On ne va pas les nommer tous ici, mais c'est un risque réel. Alors, le paradoxe, quand même, il faut le souligner, c'est que nous avons en Afrique, francophone en particulier, une série de régimes qui, comme je le disais au début de notre conversation, se sont spécialisés dans ce que j'appelais l'instrumentalisation du chaos et du désordre. Et d'ailleurs, un certain type de capitalisme, disons, prospère là où il y a du désordre. Et donc, au fond, on n'a pas tellement besoin d'avoir sur place un État fort, solide, comptable devant ses citoyens. En fait, le chaos et le désordre sont dans la phase capitaliste de notre monde des ressources qu'utilisent de nombreux acteurs pour faire davantage de profit et pour exercer des formes de pouvoir complètement antidémocratiques, ce qui est la tendance globale. Et donc, à mon avis, c'est une question assez complexe que l'on ne peut pas traiter naïvement. Marlette, vous voulez ajouter Oui, je le pense aussi. Hein, il y a un risque certain de voir certains États s'effondrer. Et même si on ne va pas jusqu'à l'effondrement, certains régimes sortiront de cette crise assez secoués. Je prendrai ça qu'un exemple. Il faut savoir que dans les régimes france-africains, notamment comme c'est le cas ici au Congo, ces régimes-là se maintiennent beaucoup grâce à l'argent. C'est-à-dire que les opposants, en tout cas ceux qui se disent opposants, certains en tout cas, sont maintenus là par la corruption. Et quand on est dans des situations où l'économie est impactée très fortement, c'est difficile de maintenir un certain équilibre pour ces régimes-là. Et je pense que, oui, peut-être qu'on le saura dans les mois qui viennent, mais je pense quand même que beaucoup de pays africains, beaucoup de régimes sortiront de là dans un état assez entamé quand même. Je crois que ce qu'il faudrait voir, je suis d'accord, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'est-ce qui reste dans le pays à brader. S'il y a des choses à brader, eh bien, ces régimes vont les brader. Ils vont les brader, par exemple, la Chine. Aujourd'hui, la plupart des États africains sont endettés par rapport à la Chine. Un pays comme le Cameroun figure, par exemple, parmi les plus gros débiteurs de la Chine. Et la Chine a mis en place un système de captation des ressources africaines qui repose justement sur une manipulation politique de la dette. Je crois que je lisais récemment la note publiée par le Quai d'Orsay, justement, sur les implications éventuelles du Covid sur les régimes politiques de l'Afrique francophone. L'idée de départ de cette note, c'est que l'épidémie va nécessairement provoquer des bouleversements politiques et sociaux qui risquent de voir un certain nombre de ces régimes s'effondrer. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit mécanique. Parce que déjà, la mort, elle est loin d'être politisée chez nous. Lorsque quelqu'un meurt, on préfère accuser quelqu'un d'autre de sorcellerie plutôt que d'imputer sa mort aux mauvais soins prodigués par l'État. Beaucoup de ces régimes ont connu des situations catastrophiques
de ce genre et au fond s'en sont servis pour renforcer leur emprise sur les populations. Mais la question de l'argent, elle est réelle. Où peuvent-ils s'approvisionner financièrement? Il reste quand même 2 ou 3 sources qu'ils n'hésiteront pas à utiliser. Quitte alors à aliéner complètement les pays, c'est-à-dire à vendre le pays en encan. Ils n'ont pas du tout hésité à le faire auparavant. Alors, il y a Teddy Théodose qui demande comment ont été reçus, d'une part, l'échange entre 2 professeurs français sur l'opportunité de réaliser une étude en Afrique sur un traitement, et d'autre part, la note du ministère français des Affaires étrangères sur l'impact du Covid-19 en Afrique. Donc ça, vous avez commencé à en parler, Achille. Et moi, cette question-là sur les journalistes, les professeurs français qui ont proposé de faire des tests en Afrique, je voudrais rajouter, il y a un autre point de vue, celui de Fred Epoko, qui dit qu'on se trompe dans le scandale, que oui, les propos de ces 2 professeurs sont scandaleux, mais que l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de tests cliniques en Afrique. Donc, comment vous vous placez sur ces questions? Alors, Marlette? la note du Quai d'Orsay a fait l'objet d'un courrier officiel du ministre des Affaires étrangères du Congo. Donc, le gouvernement a tenu à démentir cette note-là. S'ils l'ont fait, ça prouve qu'ils sont quand même préoccupés par ce qui se dit dans cette note. Alors, au sein de la population, d'une manière générale, bon, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans la perception des choses. Les gens se disent plutôt que c'est curieux parce que c'est ici, de la vie générale, c'est la France qui soutient le régime. Donc, bon, qu'une note du Quai d'Orsay comme ça arrive, c'est assez ironique. Alors, en ce qui concerne les 2 médecins là, qui sont passés sur une chaîne de télé française pour parler de l'opportunité de faire des tests sur le continent, et votre question, celle que vous avez rajoutée, moi, cet élément-là a été accueilli ici de façon... Les gens se sont sentis insultés. Il y a eu beaucoup d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux. Surtout qu'en plus, à Kinshasa, un éminent scientifique n'a pas arrangé les choses, en ayant pris la parole pour dire que RDC était candidate pour ces essais-là. Donc, vraiment, il y a eu comme ça... les gens se sont indignés de façon massive. Certains ont commencé à mettre en place des initiatives pour empêcher que les tests ne puissent se faire ici. Alors, pour aller au fond de la question, moi, ce qui me gêne, au-delà de l'opportunité de faire des tests ou pas sur le continent, ce qui me gêne profondément, c'est que l'Afrique est, d'une manière générale, en dehors du processus de création de la connaissance. C'est-à-dire que les thématiques de recherche sont décidées ailleurs, le processus de recherche se fait ailleurs, les bénéfices intellectuels et financiers sont engrangés par d'autres, c'est-à-dire que les brevets qui sont déposés, les bénéfices financiers, les laboratoires pharmaceutiques qui mettent sur le marché ces molécules-là gagnent de l'argent, les impôts sont payés dans d'autres, notamment en Europe et en Amérique. L'Afrique est hors du jeu de tout ça. Et quand il est question de faire des tests pour valider des protocoles ou pour valider des molécules, des vaccins, on se tourne vers l'Afrique. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement gênant dans cette démarche-là. Et par ailleurs, ces médicaments-là ou ces vaccins-là, une fois qu'ils sont validés, une fois qu'ils sont mis sur le marché, les prix sont tellement prohibitifs qu'au bout du compte, très peu d'Africains ont accès à ces médicaments. Donc, je pense quand même qu'il faut aussi qu'on puisse considérer les choses de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de tests qui se font en Afrique, si on tient compte du nombre de tests qui se font dans le monde, parce que la science, les tests se font tout le temps, que ce soit pour valider un médicament ou encore pour mettre sur le marché un vaccin, ça fait partie des protocoles habituels que de faire des tests. Là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que ces tests-là se font comment en Afrique? Est-ce que les personnes, les candidats à ces tests-là sont au courant qu'ils sont candidats? Très souvent, non. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un consentement éclairé de la personne, qu'elle sache que je suis en train de participer à un test pour telle molécule, pour tel résultat. Ce n'est pas fait. Est-ce que la législation dans nos pays est suffisamment bien comme il faut pour pouvoir prévenir les dérives ou encore encadrer même
ces tests-là. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a un vrai vide juridique qui existe. Et ces labos-là aussi en profitent. Et tout le monde sait que mettre en place des tests, c'est coûteux parce que ces personnes-là, il faut aussi les indemniser. Mais sur le continent africain, déjà que c'est des gens qui pensent que, des fois, certains s'imaginent même qu'elles vont être guéries, hein, donc ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ces gens-là sont très peu indemnisés, donc c'est au bénéfice entièrement des labos. C'est quand même assez insidieux, cette façon de faire. Là, non, moi, je suis profondément scandalisée par... évidemment, c'est des choses que je sais parce que je suis pharmacochimiste, je viens du monde de la recherche. C'est des choses qui se font. Il y a des scandales qui ont déjà eu lieu, notamment au Nigeria, où parfois ça se termine par des décès, par des morts, mais tout ça est très opaque. Dans le cas, par exemple, de la RDC, on ne sait pas, est-ce que c'est le gouvernement qui a donné son accord pour que la RDC soit candidat? Est-ce que c'est un comité scientifique? On ne sait pas. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il faut aussi que nos parlements se saisissent de la question pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe, que les gens sachent aussi. Alors, avant que vous ajoutiez un point, Achille Mbembe, Marlette, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de luminosité? Est-ce que vous pouvez... c'est un peu sombre. Et Achille Mbembe, je voudrais rajouter un point. Il y a Ouria Boutelja qui rajoute une info à communiquer à Achille Mbembe. S'il n'est pas au courant, un journaliste du Point a comparé aujourd'hui notre confinement en France à l'incarcération de Mandela. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu l'article. Comment rester en forme comme Mandela? Oh là là, mon Dieu. Alors, je crois qu'Arlette a tout dit au sujet des tests. Les labos internationaux savent qu'en Afrique, il suffit de venir soudoyer quelques personnages vénals qui détiennent telle ou telle parcelle d'autorité et faire exactement ce qu'on veut faire. Et donc, on revient toujours à cette question du politique. Il est très difficile de régler les problèmes auxquels nous faisons face s'il n'y a pas une véritable transformation de la sphère politique chez nous. Et s'il n'y a pas une véritable constitution de contre-pouvoir, une société civile forte, capable de porter le genre de questions que Marlette est en train de poser. Quant aux journalistes du Point, écoutez, je ne sais quoi en penser. En fait, l'époque est vraiment la démocratisation de la bêtise, et je le dis aussi. Et je crois que ces réactions à la fois du journaliste et du professeur, des deux professeurs, fait partie de tout cela, du crétinisme matiné de racisme qui est devenu un peu la sauce commune lorsqu'il s'agit de parler de l'Afrique. Je voudrais dire un mot rapide au sujet de la note du Quai d'Orsay. D'abord, c'est une note d'analyse. C'est la pratique au ministère des Affaires étrangères de solliciter ce genre de note qui fait partie du processus de débat au terme duquel la France définit sa politique. Et donc, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. La note, cependant, nous ouvre une petite fenêtre sur l'état d'esprit d'une certaine élite française lorsqu'il s'agit d'analyser ce qu'il adviendra de ses intérêts en Afrique au sortir de cette épreuve. En fait, c'est ça le contenu de la note. La France s'interroge sur la permanence de ses intérêts au sortir d'une épreuve qui risque effectivement de chambouler bien des choses. Le mieux que l'on puisse faire, c'est d'engager nous-mêmes en Afrique de telles analyses et de les partager et de les faire connaître à la fois aux décideurs et à ce qu'il y a de société civile chez nous.
Alors, pour terminer sur la question là, des propos racistes, que ce soit dans l'État français ou dans les professeurs, il y a Ouribal qui demande que pensez-vous du silence des chefs d'État africains face à ces déclarations? C'est pas surprenant, hein. Mais c'est le contraire qui aurait été surprenant. Ça fait, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Ils n'ont jamais pris la parole lorsque la vie des Africains est en jeu. Voilà le genre d'élite que nous avons. Ils n'ont jamais pris la parole pour défendre la vie des Africains. Alors, pourquoi vont-ils prendre la parole maintenant, au moment où effectivement la dignité des Africains est mise en jeu par deux idiots? Ils ne vont pas le faire. Alors là, j'ai une question qui est adressée plus spécifiquement à vous, M. Membe. On demande, c'est Beninus qui demande, est-ce qu'il serait possible de lier le traitement politique du Covid-19 dans les pays du Sud avec le concept de nécropolitique? Ah là là. Ah mon Dieu. Alors tout le monde me pose cette question depuis que ça a commencé. C'est que alors, il faudrait pour les auditeurs dire une chose. J'ai écrit il y a très longtemps un texte qui s'appelle Nécropolitique. Nécropolitique, le terme grec nécro veut dire la mort. Nécropolitique, la politique de la mise à mort. Qui décide qui doit être mis à mort, dans quelles conditions, qui doit être vivant, dans quelles conditions, et ainsi de suite. Le terme a été inventé en réponse aux travaux de Michel Foucault, qui lui parlait de biopolitique. Et j'essayais de montrer qu'au fond, notre modernité globale a été, au fond, un rapport dialectique entre le nécro et le bio, la vie et la mort. Mais c'est trop compliqué à expliquer dans une émission telle que celle-ci. Moi, ce qui m'intéresse quand même dans le Covid-19, c'est qu'au fond, c'est un virus qui s'attaque à quelque chose auquel nous tenons tous, blancs, noirs, femmes, hommes, ainsi de suite. Évidemment, il y a des différenciations. Le virus préfère les plus âgés, ainsi de suite. Ce qui augure assez mal pour les gérontocraties africaines. Mais passons. Alors, le virus s'attaque à nos capacités de respiration. Alors, cette affaire de respiration, du droit universel à la respiration, sans laquelle il n'y a pas de vie possible, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup plus que la dimension dite nécropolitique, en tout cas en ce moment. Or, cette affaire de respiration, on la trouve au centre des travaux d'un certain nombre de nos penseurs. Quelqu'un comme Frantz Fanon, par exemple, dans son œuvre, n'arrête pas de parler de la respiration, de ce qui empêche de respirer. Dans les mouvements noirs, Black Lives Matter, vous vous souvenez de cet homme qui avait été tué par la police dans le parc à New York et dont les derniers mots étaient « Vous m'empêchez de respirer, je n'arrive pas à respirer ». Ce qui veut dire je suis au bord de la vie. Et donc, cette question de respiration, je crois qu'elle a une dimension à la fois physiologique, organique et politique qu'il nous faut remobiliser, en tout cas ceux d'entre nous qui s'intéressent à la pensée critique. Marlette, vous voulez ajouter un point là-dessus ou... Non, c'est très pertinent hein, ce que Achille vient de dire. On a l'impression avec le Covid-19 que la nature nous enlève quelque chose de fondamental, de ce à quoi nous avons droit fondamentalement. Quand on vient au monde, on commence par respirer, hein, c'est la marque de la vie, et ceci nous est enlevé. Et à l'idée de se dire qu'on va contracter un virus qui va nous empêcher de pouvoir réaliser cet acte-là, qui est naturel, fondamental et qui est lié à notre capacité d'être vivant, c'est quand même assez... Oui, ça pousse à la réflexion. Et donc,
cette réflexion, Marlette, ce que je suggérais, c'est qu'elle soit politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le virus qui nous empêche de respirer. Tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir, ça témoigne de la difficulté que nos gens éprouvent de respirer. Lorsqu'un pouvoir politique établi depuis je ne sais pas combien d'années, soutenu par des forces étrangères très puissantes, s'empare des richesses de toute la nation, les vend à l'encan, détruit les capacités de faire communauté. Un tel pouvoir est un pouvoir contre la vie et contre la respiration. Et donc, à mon avis, le Covid-19, la pandémie que nous vivons, nous oblige à revenir à ces fondamentaux et à réinterroger la manière dont le pouvoir en Afrique aura empêché à nos gens de vivre des vies normales, décentes, sans lesquelles, évidemment, on n'existe pas. Tout à fait, tout à fait. Je partage entièrement cette analyse. Alors là, vous avez parlé en disant que aussi le Covid-19 a des préférences. Il y a Ouria, et vous avez parlé des personnes âgées sur le ton de l'humour, et il y a Ouria Boutelja qui demande qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez le fait qu'aux États-Unis, ce sont les Noirs qui sont les premières victimes du Covid-19? Oui, mais ce n'est pas surprenant. Hein. Quand on connaît la structure sociale de ce pays, les Noirs sont les plus pauvres, ce sont ceux qui ont le moins accès à la santé, ce sont aussi ceux qui ont beaucoup de maladies chroniques, parce qu'en dehors du fait que ce virus attaque les personnes plus âgées en priorité, ce virus-là aussi attaque plus facilement, en tout cas conduit à des tableaux cliniques beaucoup plus préoccupants auprès des personnes qui ont déjà une capacité immunitaire entamée. Donc, on retrouve chez les Noirs en Amérique beaucoup de personnes qui ont le diabète, qui ont le sida, qui souffrent d'hypertension, toutes sortes de maladies chroniques. Ce n'est pas surprenant qu'au bout du compte, ce soit celles qui soient le plus touchées. Mais c'est aussi le cas en France. Même si en France, on en parle peu, dans les quartiers, il y a quand même beaucoup de victimes de personnes issues de l'immigration. En fait, c'est la pauvreté, le manque d'accès aux soins qui fait que ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui en première ligne, victimes principales de ce virus-là. Ce sont des causes qui, de mon point de vue, sont structurelles. C'est ça, c'est des personnes pauvres doivent sortir pour travailler aussi. Voilà. C'est difficile aussi pour elles de rester confinées. Parfois, il n'y a pas aussi accès à la bonne information parce qu'on n'a pas forcément accès aux médias, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a aussi des problèmes d'éducation, des problèmes d'accès à la langue. Tout ça fait que ce n'est pas surprenant que finalement les populations africaines, d'origine africaine, en tout cas celles issues de l'immigration en France et les Noirs en Amérique, soient le plus touchés. En Amérique surtout, moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est le fait que beaucoup de gens comme ça soient laissés sur le bord de la route. C'est quand même le pays, la première puissance du monde. Les gens n'ont pas accès à la santé. Tout à l'heure, on parlait d'accès à la vie. Les gens n'ont pas accès ils ne peuvent pas se soigner dans le pays le plus riche au monde. Quand même, ça interroge. Achille, vous voulez ajouter un point sur ça ou pas? Non, il n'y a rien à ajouter. Elle a dit, peut-être faut-il souligner également le fait que beaucoup de ces gens sont les plus exposés à l'épidémie du fait des emplois qu'ils occupent au bas de l'échelle. Ces emplois souterrains sans lesquels le reste de la société ne fonctionne pas. C'est eux qui sont exposés à tout ça. C'est eux qui, du coup, sont frappés en premier par... Mais alors, vous savez, l'énigme, c'est qu'il y a toujours des Noirs aux États-Unis. Les Noirs aux États-Unis ont vécu pendant des siècles dans des conditions telles que d'autres peuples auraient pu disparaître. Qu'ils soient toujours là, voilà l'énigme. Je dis qu'ils soient toujours là. Beaucoup sont dans des prisons, beaucoup vivent une infravie dans, Marie le disait tout à l'heure, un des pays, sinon le pays le plus riche au monde.
mais le pays le plus riche, mais aussi un des pays les plus inégaux, avec une structure sociale systémiquement raciste, et dont la race est un facteur qu'il faut convoquer si on veut comprendre effectivement la politique de la mort dans les conditions contemporaines. Ouais. Alors, pour aller dans votre sens, il y a Laurence Livens qui ajoute dans les commentaires qui sont les personnes en première ligne face au virus aux États-Unis, aides-soignants, éboueurs, personnes dans les soins, dans les supermarchés. Donc, c'est les personnes. Tout à fait. Ça fait 2 semaines, on avait fait un débat avec Aurélien Barraud et Daniel Tanuro sur le lien entre la catastrophe climatique et la crise sanitaire actuelle. Et on discutait du fait qu'avec la catastrophe climatique actuelle, ce genre de crise allait se multiplier. Alors, on sait que l'Afrique est parmi le continent le plus concerné par le changement climatique. Une situation injuste, d'autant plus qu'il est le continent qui contribue moins au changement climatique. Est-ce que c'est une problématique qui inquiète en Afrique? Oui, parce que ici, en Afrique, il faut savoir que la paysannerie vit au rythme des saisons. Et donc, les changements climatiques, on les perçoit déjà. Hein. Les paysans perçoivent ça et les gens sont inquiets, même s'ils n'ont pas forcément la capacité de comprendre les choses d'un point de vue scientifique et tout, mais les gens sont tout de même inquiets de constater qu'année après année, on ne sait plus quand planter l'arachide, on ne sait plus quand commencer la campagne pour le manioc. On le vit ici, on le subit. Dernièrement, il y a quelques mois, on a pu voir, pour ceux qui ont suivi de l'actualité, un peu partout sur le continent, des situations d'inondation, où il y a eu des décès, des situations d'effondrement des quartiers qui ont été mal tracés, où des familles entières se sont retrouvées comme ça, emportées par les eaux. Donc, ce sont des situations que l'on vit, que l'on subit. Malheureusement, il n'y a pas de réponse politique de ce point de vue-là aussi. Non seulement il n'y a pas de réponse en termes d'information auprès des populations, il n'y a pas non plus de politique en tant que telle, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de la prévention, sur ce qu'il faut faire en fait. Ce sont des situations qui sont subies ici par nos populations. Et la société civile, on parle quelquefois, mais moi je trouve que la question n'est pas prise assez au sérieux. Hein. Quand on sait le péril que ça représente, on ne prend pas assez suffisamment au sérieux cette question-là de l'écologie. Parce que... Achille, Membe. C'est une affaire très sérieuse qui n'est pas seulement africaine, qui est planétaire. C'est-à-dire que on a vécu pendant quelques siècles sur un modèle de développement et de croissance qui reposait fondamentalement sur un antagonisme fondamental entre les humains et la nature. Une nature qu'il fallait dominer, qu'il fallait domestiquer, qu'il fallait mettre à notre service, qu'il fallait exploiter au risque de la violer dans ses logiques propres. Et des choses comme le Covid sont, à mon avis, la conséquence de tout cela. Au moment où nous parlons, le processus de déforestation dans le bassin du Congo. Et quand je dis bassin du Congo, je ne parle pas seulement des 2 Congos, mais aussi de la Centrafrique, mais aussi du Gabon, mais aussi du Cameroun, et ainsi de suite. Tout un ensemble de pays. Les processus de déforestation dans le bassin du Congo ont atteint un seuil critique. Or, le bassin du Congo est après ce que nous disent les scientifiques, le 2e grand poumon de notre monde, de notre planète. On ne peut pas détruire les forêts, détruire les océans, diminuer de façon drastique les réserves de poissons, faire de l'épandage à peu près partout où effectivement la forêt est remplacée par des plantations de palmiers à huile dont on connaît le taux de toxicité écologique. On ne peut pas faire tout cela sans qu'en retour, des choses comme le Covid et d'autres fléaux viraux n'apparaissent. Et donc, effectivement, il y a un rapport direct entre la dévastation écologique, les changements climatiques et l'apparition
d'un certain nombre de fléaux inconnus auparavant, mais qui iront se multipliant dans les années qui viennent si effectivement rien n'est fait. Alors, on touche bientôt à la fin. Je vais vous poser encore 2 ou 3 questions histoire de finir. Une dernière question, ça sera une dernière question de conclusion. Avant cela, j'ai Louise Ayou qui demande, avec l'exemple de Cuba, on a vu qu'il pouvait y avoir des solidarités venant du Sud. Faut-il repenser les stratégies de solidarité Sud-Sud? Et moi, je rajoute, est-ce qu'il existe déjà, là, actuellement, des solidarités entre les États africains, que ce soit au niveau des États, mais au niveau des populations elles-mêmes? Alors, première question, oui, je pense qu'il faut repenser ou renforcer les solidarités Sud-Sud. Ça, c'est primordial, c'est capital. On l'a vu, hein, Cuba en renfort partout dans le monde. Cuba qui est déjà très présent en Afrique, même si parfois on aimerait bien que ce soit présent autrement. Dans le cas du Congo, je sais qu'il y a une coopération sanitaire entre Cuba et le Congo depuis longtemps. Nous formons beaucoup de médecins à Cuba. Il faut renforcer aussi à ce niveau-là. Et surtout, il y a un élément important. On parle des médecins cubains, mais on parle très peu de la recherche à Cuba. Parce qu'il y a ça aussi. On peut très bien former des médecins, du personnel soignant. Quand on ne fait pas de la recherche fondamentale, ni de recherche appliquée, quand on ne crée pas de la connaissance, quand on n'a pas d'industrie du médicament, on est toujours dépendant. Et ça, c'est catastrophique. On peut avoir des médecins qui peuvent soigner, qui veulent bien soigner, mais si on n'a pas accès aux molécules qui soignent, c'est pas bon du tout. Et ça aussi, peut-être qu'il faut qu'on prenne l'exemple aussi de Cuba, nous, les pays africains. Alors, la coopération entre les pays africains, de mon point de vue, c'est pas suffisant. On aurait pu mieux faire. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de Kinshasa et Brazzaville. Vous savez, Kinshasa et Brazzaville, ce sont les 2 capitales les plus proches du monde. On est séparés à peine par un fleuve. On va à Kinshasa, le trajet dure 15 minutes, donc c'est la porte à côté. Les premiers cas sont apparus à Kinshasa, avant ici chez nous. Mais dans le traitement de la chose, de mon point de vue, la logique aurait voulu que les 2 gouvernements puissent travailler en concertation. Parce que ce qui arrive à Kinshasa arrive toujours à Brazzaville, hein, et inversement, c'est comme ça. Donc, Kinshasa a commencé, nous, on a attendu notre tour, et après, c'est arrivé chez nous. Et même là, dans les différentes stratégies qui sont mises en place, le confinement, quand on confine à Brazzaville et pas à Kinshasa, ça n'a pas de sens. Parce que les gens traversent, hein. Qu'on le veuille ou non, les gens traversent. Donc, confiner ici, ne pas confiner là-bas, ou inversement, espérer qu'on viendra à bout du virus, ça n'a pas de sens. Il aurait fallu qu'il y ait une réponse panafricaine à la lutte contre ce virus. Déjà, on n'a pas beaucoup de moyens. Hein. Il aurait fallu mutualiser nos maigres moyens, nos maigres ressources financières, intellectuelles, pour que nous fassions en sorte d'avoir une réponse beaucoup plus importante. Et ça, je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Dans le cas de Kinshasa et Brazzaville est patent. Et je peux aussi prendre le cas du Cameroun. Nous avons une frontière à Ouesso et Saint-Médima avec le Cameroun. Les premiers cas sont apparus au Cameroun. Dans la semaine qui a suivi, on a annoncé des cas ici chez nous. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Chaque ministre de la Santé fait son point chaque soir de son côté. On a l'impression que nos pays vivent en vase clos. C'est quand même assez extraordinaire. Alors que nous avons des frontières étanches. Les gens circulent. Comme vous avez dans les villages, les gens traversent les frontières comme ça. Donc, voilà, je pense que oui, il y a beaucoup de choses. Et je pense que tout ça aussi est lié au fait qu'il n'y a pas de cadre politique. Hein? L'UEMOA, la CEMAC, tout ce genre d'organisations sous-régionales n'ont pas pour vocation de traiter ce genre de situation-là. Quand il n'y a pas de cadre politique capable de mettre en place des politiques de santé et de recherche communes, ce n'est pas surprenant qu'on puisse se retrouver dans ce type de situation comme aujourd'hui. Moi, j'en appelle vraiment aux Africains à réfléchir à cette question. Il faut qu'il y ait un cadre politique qui permette à ce que nous puissions être en capacité de mettre en place comme ça des solutions communes, des solutions panafricaines. Achille Mbembe. Absolument d'accord. Il faut relancer de façon radicale le projet d'une nationalité africaine qui est un vieux projet qui date du 19e siècle et qui aura occupé le gros de notre intelligence au moment des luttes anticoloniales,
au moment des luttes pour les droits civiques aux États-Unis, au moment de la lutte contre l'apartheid, et ainsi de suite. Il faut reprendre ce projet à l'ère planétaire, c'est-à-dire à un moment où, au fond, les grands processus qui reconfigurent notre monde sont des processus transfrontaliers. Le virus, il ne connaît pas de frontières. Mais on ne peut pas répondre à un virus qui ne connaît pas de frontières en rétablissant des frontières. Ceci est absolument fondamental pour le continent africain, qui fait face, je dirais, à une double pénalisation. D'un côté, je connais très peu de pays au monde où les Africains soient les bienvenus. Mais en même temps et simultanément, en Afrique même, beaucoup d'Africains sont de plus en plus traités comme des étrangers. Ils sont traités comme des étrangers chez eux-mêmes. On ne peut pas, avec les développements démographiques qui pointent à l'horizon, transformer le continent en une prison ouverte, en une double prison. Et donc, je suis d'accord avec ce que Arlette disait. Il faut ouvrir tout cela, il faut défrontiériser et s'engager dans une logique de mutualisation de tout ce que nous avons, les ressources, les expertises, les compétences, et ainsi de suite. Il faut ouvrir le continent sur un nouvel âge de vaste circulation, sans quoi notre histoire dans le monde moderne sera très courte. Ben, justement, pour rebondir sur ça, et on va s'en servir de conclusion, il y a certains discours qui émergent, il y a deux types de discours. Il y a certains discours qui émergent et qui disent que devant la crise actuelle qui perturbe l'ordre mondial, face à laquelle même les grandes puissances sont déstabilisées, cet épisode peut être l'occasion pour l'Afrique de s'émanciper et de prendre en main son destin. Mais de l'autre côté, et c'est notamment ce que vous soulignez dans votre livre, Brutalisme, c'est que il y a une radicalisation vers la droite du monde avec la fermeture des frontières, la société de surveillance, la guerre sociale, la multiplication des camps, notamment pour emprisonner les réfugiés dont nombreux viennent d'Afrique. Ces personnes que vous appelez des hommes déchets. Vous vous situez où plutôt? Est-ce que c'est un risque de traumatisation qui s'ouvre à nous? Ou est-ce que plutôt c'est une possibilité pour l'Afrique de s'émanciper? Et donc ça, c'est la première question. Et la dernière, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour, en ce moment-là, dans la période de confinement, mais aussi dans l'après-confinement, pour changer les choses, grosso modo? Qui veut commencer? Achille. Marlette va commencer comme on a établi une tradition. D'accord. Oui. En fait, merci Achille. Oui, c'est très intéressant. Pour réfléchir. Moi, je pense qu'en situation de crise, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, la tendance générale est de faire de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on se recroqueville sur soi-même. On l'a vu au tout début de l'épidémie. Il y a eu des situations de racisme contre les Chinois. Et je ne pense pas que cette pandémie-là va arranger les choses. Je pense que le monde occidental va davantage se droitiser. On a même entendu des leaders politiques demander à ce qu'on ferme les frontières. C'est comme si le virus s'embêterait à traverser une frontière. Oui. Je pense que c'est quand même assez préoccupant. Le monde occidental va davantage se droitiser parce qu'on va estimer que, je pense qu'on estime déjà que ce virus a été apporté par des étrangers et ça ne va pas contribuer à arranger les choses. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, est-ce que c'est peut-être l'occasion pour le continent de rebondir? Je pense que oui, parce que cette crise nous a montré, pour ceux qui ont douté encore, s'il y avait des gens qui avaient des doutes, cette crise permet de se rendre compte à quel point tout ressort, en fait, tous les manquements, toutes les défaillances, toutes les situations négligées, l'absence d'État, l'absence d'infrastructures,
tout nous retombe dessus. On ne sait plus par quel bout prendre la chose. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, mais de façon profonde, des populations. Je pense que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont la clé, qui ont la solution à leurs problèmes. Il faut que les populations prennent conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça avec à la tête de nos États des gens qui sont là, qui mènent des politiques anti-vie. Mènent des politiques anti-vie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je crois profondément en la capacité de la jeunesse africaine de changer les choses. Si la jeunesse africaine, s'il y a un sursaut de la part de la jeunesse africaine, je pense que les choses peuvent changer positivement. Mais pour ce faire, il faut déjà qu'il y ait changement des systèmes. Ce n'est pas seulement faire partir ceux qui sont là aujourd'hui, hein, ceux qui incarnent ce système-là. Il faut changer le système tout entier parce que, bon, un chef d'État aujourd'hui peut partir. Si le système reste, en fait, ça continue. Il faut un changement profond. Il faut des alternatives. Il faut repenser l'Afrique autrement. Et surtout, il faut aller vers la création d'un État fédéral. Pour nous, c'est ça la solution. C'est vrai que c'est peut-être pas, c'est pas magique, hein, tout ne va pas s'arranger parce qu'on a créé l'État fédéral, mais c'est au moins un premier pas. Quand on a le cadre politique, le reste suit. On a pu le voir en Europe avec la crise là. Nous, ici en Afrique, on était surpris de constater à quel point, quand l'Italie a commencé à être touchée, les autres se sont pressés de fermer leurs frontières. On oublie le projet européen, on oublie l'espace Schengen. Chacun se débrouille parce qu'il n'y a pas de cadre politique. Il n'y a pas de cadre politique. Nous, on ne doit pas faire comme ça. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut un cadre politique qui permette de mettre en place un certain nombre de réformes pour que la situation du continent puisse changer. Surtout qu'on sera de plus en plus malvenu partout où nous irons. Oui, le racisme va se renforcer. Ce n'est pas seulement les Chinois. Hein. Je pense que ça aussi, on doit en avoir conscience. Il faut qu'on cesse de penser qu'en partant du continent, on résout les choses. Non, on doit trouver des solutions ici chez nous et c'est à nous de le faire. Achille Mbembe. Mais nous y sommes absolument obligés. C'est la tâche de ce siècle pour nous, de faire de l'Afrique un lieu habitable, un lieu où nous n'ayons pas à justifier qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, pour combien de temps, quand est-ce qu'on va repartir. Il nous faut sur cette terre un endroit où nous n'ayons de compte à rendre qu'à nous-mêmes. Et cet endroit, ça doit être l'Afrique. Et c'est à nous de construire cet endroit, ce lieu d'habitation, ce lieu d'hospitalité qui serait ouvert à tous à toutes celles qui veulent lier leur sort au nôtre. Parce que, comme le dit Marlette, moi je ne connais aucune région au monde où lorsqu'un Africain arrive, on sort les plats, on sort les instruments de musique et on célèbre son arrivée. Il n'y en a pas. Et il y en aura de moins en moins. Et donc, la tâche de construire un lieu où nous soyons en paix, une espèce de lieu refuge, mais aussi une espèce de réserve à partir de laquelle nous puissions manifester nos potentialités, telle est la tâche de ce siècle, qui a besoin d'acteurs, qui a besoin de la solidarité des femmes et des hommes de bonne volonté partout ailleurs dans le monde. Moi, je crois que c'est à ça que nous accule, disons, ce virus. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avant de nous quitter, je voudrais partager 2-3 mots. Tout d'abord, pour nos auditeurs, ne pas hésiter à partager l'émission, ne pas hésiter à liker la page, mais aussi si vous voulez faire des dons, il y a encore le lien qui circule qui doit être diffusé sur l'écran. On se retrouve pour la prochaine émission de La Perme. On se retrouve samedi à 18h et on va parler du casse du système de santé en présence de Ronnie Broman, Pauline Nondex et Zouahir Lana. Et écoutez, voilà. Encore merci Achille Mbembe et encore merci Marlette Kissama. Merci beaucoup pour vos interventions.
Et peut-être qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur Parole d'honneur. Merci et bonne soirée. Merci. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous.